Bonjour Evra, comment tu vas? Bonjour Emmanuel, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va, ça va. Je te remets Messa. Qu'est-ce que ce nom est? Oui, je suis né à Messa. Messa évoque beaucoup de choses. Messa évoque la fraternité. Messa évoque la vie, la construction psychologique, Mhm. de parfum. Rien que le mot nous replonge dans une atmosphère, dans, dans une nostalgie très forte. C'est un mot qui est fort pour nous autres, toi comme moi, qui sommes nés là. C'est quelque chose d'absolu. C'est notre racine. C'est, comme on dit chez nous, c'est là où sont enterrés nos nombrils. Et essayons un peu d'entrer comment dire, à l'intérieur de ce mot-là. Messa, tu as parlé de construction psychologique. Et en tant que construction psychologique, on voit l'unité familiale. Et dans l'unité familiale, nous qui avons eu peut-être le plaisir de te croire, on connaît Papa Roger. Comment est-ce que cet homme t'a marqué et t'a influencé? Wow. Mon père a toujours été une énigme, trop flamboyant, trop présent, très absent. Il y a un mélange, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, une personnalité forte. Ce qui est sûr, une personnalité forte. Une personnalité qui procure, et ça c'est très important, de l'assurance OK? aux enfants. OK? Hmm. Quand vous avez un parent, ça vous donne de l'énergie, de la confiance en vous. Et moi, je sais de mon père que le, les esprits, il adorait discuter avec les aînés et des personnes qui ont une capacité à se projeter, peut-être parce qu'ils ont connu autre chose que le Cameroun. Ils ont connu Comment d'autres est-ce que horizons. précisément, Evra, je voulais savoir comment précisément cette vision de Papa Roger que tu as gardée, parce que si tu l'élabores maintenant, encore, ça veut dire que c'est quelque chose qui a toujours resté au derrière de toi, qui t'a toujours marqué. Quel est l'impact de cette personnalité-là dans la construction, cette formation psychologique dont tu as parlé? Non, bon, la construction psychologique avec mon père, c'est la construction de l'homme. L'homme. Quel genre d'homme tu veux devenir? C'est quelque chose qui était un peu lointain, une projection. Voilà, une projection. Ce que je retiens beaucoup de mon père, des échanges même que j'ai eu avec lui, c'est projette-toi, définis-toi dans le futur, regarde-toi beaucoup plus loin que ça. On était dans une intemporalité. On parlait dans un présent, mais le sujet était presque exclusivement le futur. Mm. Et, et oui, donc ce que je retiens beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon père, c'est la personnalité. Un, il faut être capable, il faut connaître qui tu es. Mhm. Il faut être capable de te définir toi comme un individu. Mhm. Pas par rapport à X, pas par rapport à Y. Toi, qui es-tu? Qui veux-tu être? J'ai demandé, on était au village avec mon père, c'est une petite anecdote vite fait.
Je lui ai dit, bon, papa, parce que j'aimais beaucoup lire, j'aimais des trucs un peu. Je lui ai dit, papa, tu sais, je vais faire philosophie à l'école. On était en. Je choisirais, je crois que je passais en terminale. Je lui ai dit, je vais faire philosophie. Non, non, j'étais en terminale et je passais à l'université. Je lui ai dit que je choisirais philosophie. On était au village, on était à l'extérieur de la maison. Il me dit, regarde, voilà ton grand-père là-bas. Je pense que quand tu vas partir et que tu reviendras au village, ton grand-père, ce qu'il attend de toi, c'est quoi? C'est que tu lui parles de philosophie ou bien que tu améliores les conditions de vie. So, un certain pragmatisme dans... Pragmatisme. Donc, il me faisait sortir un peu de ma rêverie pour m'installer dans la responsabilité. Ta responsabilité, ce n'est pas de faire des beaux discours, de parler de l'esprit juste de plaire. Ta responsabilité, c'est d'assurer le quotidien des gens qui sont autour de toi. Et vrai, lorsque tu parles de cet homme-là qui t'a impulsé cet esprit de visionnaire là, et aussi te ramener dans l'essentiel, dans le pragmatisme. Lorsqu'on regarde au niveau comportemental, tu es, et ça je parle au niveau de l'aspect extérieur, tu es l'opposé. On voit Papa Thierry qui était quelqu'un de vaillant, de vibrant. Très vif, Et Vras, c'est quelqu'un d'observateur, de réservé. Tu le tiens de maman ou il y a certaines circonstances qui t'ont amené à l'être? Bah, disons que c'est très exact. Et quand tu regardes mes frères, il a déteint beaucoup sur mes frères. Circonstances qui font en sorte que, je pense, hein, je ne sais pas si ce sera ça, mais ma petite idée là-dessus, c'est pourquoi je n'ai pas cette exubérance-là que la plupart de mes frères ont. Peut-être parce que moi, j'ai connu dans ma petite enfance un incident qui a fait en sorte que je suis resté alité longtemps et derrière, donc, j'ai peut-être bénéficié d'une attention plus importante de ma maman que mes frères. Donc, j'ai été un peu couvé beaucoup plus que mes frères aînés et peut-être même aussi mes petits frères, hein, d'ailleurs. Hein. Et qui fait en sorte que donc cet incident a peut-être changé, peut-être pas changé, mais oui, a eu un impact dans mon approche de l'extérieur, mon approche des autres, dans ma construction psychologique personnelle. Et comment est-ce que cela se manifeste? Tu parles de cet accident-là, qui déjà, il faudrait qu'on le reconnaisse, est un événement traumatique. Tu peux Oui, prendre le souvenir, mais dans un cadre comme celui de Messa, des enfants qui vont au terrain de volley, qui vont jouer au truc, et toi, peut-être, tu es dans cette incapacité, bien tu n'arrives pas oui. à Ben, faire je ce suis que... alité, je suis Voilà. dans un lit, Comment je est-ce suis que... alité, les autres sortent, moi je suis alité. Les autres vont jouer. Je suis pas... Donc, j'apprends, contrairement à mes frères, à rester cloisonné, enfermé un peu sur moi. Sur moi et même par rapport aussi à l'extérieur. Je sors un peu moins. C'est vrai que Moussa est un cadre d'épanouissement, mais multidimensionnel pour les enfants. C'est quelque chose de déceptionnel.
je sais pas, bon, j'ai pas vécu dans d'autres endroits longtemps, mais je ne sais pas si on peut trouver ailleurs qu'à Messa cet état d'esprit où, intergénérationnel, interethnique, il y a une fusion. L'enfant n'était pas l'enfant d'un parent, c'était l'enfant du quartier. À Messa, l'enfant est l'enfant du quartier, ce n'est pas l'enfant d'un parent. Et oui, et donc, il y a tellement ce mélange-là que ça se passe dehors. Ça ne se passe pas dans les maisons, ce mélange-là. Ça se passe à l'extérieur de la maison, dehors. Donc, dans un premier temps, je suis exclu de ce mélange-là, au niveau de ma génération, par exemple, déjà d'abord. Je n'y suis pas, parce que je ne suis pas dehors. Et donc, en grandissant, ben, on grandit à connaître les autres parce qu'on les observe. On grandit à... permis de développer un sens d'observation. Ouais. Une reconnaissance de ton environnement. Oui. Et vas-y, continue. Oui, non, mais c'est totalement ça. C'est que on apprend à observer, on apprend à voir ce que X aime, ce que X n'aime pas. On apprend par rapport donc à ça, à se positionner parce qu'on est dans une grande fratrie et on doit exister dans sa fratrie. Donc, on doit se positionner par rapport à ses frères qui sont très vigoureux, physiquement forts, populaires et tout ça. Et ce ne sont pas les attributs que moi j'ai. Physiquement, je ne suis pas... oui, voilà, je ne suis pas le fort. Fabrice, physiquement, il est fort. Populaire, Panthère est populaire. Donc, j'ai des aînés qui couvrent des champs et il faut que je trouve mon propre champ. Au sein de la maison déjà. Donc, au sein de la maison, il faudrait que je puisse me positionner par rapport à mes aînés. Donc, je trouve d'autres moyens. J'apprends plutôt à bien parler, à être très correct sur ma relation à mes parents, surtout à maman. Et donc, j'attire l'attention en étant comme ça, en fait. Et c'est quelque chose qu'on apprend à reconnaître un peu son environnement, à savoir se positionner par rapport à son environnement. On apprend à être absent parce que les autres, ils ne vous connaissent pas, vous ne jouez pas tous les jours avec eux. À être absent dans un milieu où tout le monde existe. On sait que vous existez, mais vous êtes un peu sur la marge des groupes. Donc ça vous construit, vous apprenez à être comme ça. Et vraiment, malgré cette difficulté-là qui a produit ces opportunités et qui a fait en sorte qu'Evra, dans sa personnalité, était plus réservée, l'ironie est que lorsqu'on regarde ton ascension, là, je vais virer un peu sur le côté du vol et même dans les petits groupuscules dans lesquels tu étais, tu ressortais toujours comme un leader. Peut-être pas comme celui qui parlait beaucoup, mais celui qui était toujours exposé sur un piédestal. Je vais prendre un exemple. Tu arrives à la Sonnelle, tu te fais une place d'or. À l'équipe nationale du Cameroun, tu te fais une place d'or. À l'âge de 15, 16, 17 ans, tu étais
recrutés pour aller renforcer un club, pour aller faire une compétition mondiale. Et lorsqu'on connaît le contexte du renforcement interclub, tu devais être fort. Comment tu l'expliques? Bon, si je comprends, comme ce qui peut être une faiblesse dépend de vous. Ce qui peut être perçu, la perception, ça dépend de vous. Si vous voulez faire si vous voulez faire de votre, comment je vais dire ça, de votre incapacité à bouger une faiblesse, elle serait une faiblesse. Mais si vous avez la chance, ou bien si on vous explique très tôt que votre capacité à ne pas bouger peut être un atout, vous abordez les choses autrement. J'étais alité, j'étais couché, je ne pouvais pas bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appris, enfin, je n'ai pas pensé à ceux qui étaient dehors à jouer. Je n'ai pas, parce que j'ai appris plutôt à m'évader dans la tête, à lire, à regarder, à réfléchir, à discuter. Est-ce que c'est de par l'enseignement de mes parents, de ma maman surtout? Je n'en sais rien, j'étais très petit. Mais toujours est-il que à aucun moment j'ai vu mon accident comme un problème. Je l'ai vécu plutôt comme une différence, quelque chose qui me caractérise. Donc, je n'avais pas besoin d'être comme les autres. Je n'ai pas ressenti le besoin. Tu étais confiant. C'est comme si ça dénotait une certaine confiance en soi, certaine connaissance de qui tu es, maîtrise de ta propre de soi-même. Oui. Maîtrise de soi-même. Oui. Et c'est exactement ça. Et tu attribues cette confiance-là à... Comment est-ce qu'elle se manifeste maintenant lorsque tu intègres des structures comme la SONEL? Quand tu intègres des structures, tu vas en renfort dans un club comme FAP à 17 ans. Il y a des personnalités, Collet, Doumbé, Bouélé. Comment est-ce que cette confiance en soi se manifeste pour donner des résultats que l'on connaît aujourd'hui? Ou à l'équipe nationale avec les Alain Denguessi et la Peñacni? Sportivement, le mot est dans est-ce qu'on est objectif envers soi-même? Ça veut dire qu'est-ce qu'on se connaît soi-même? Est-ce qu'on connaît ses qualités? Est-ce qu'on connaît ses faiblesses? Là, faut être honnête avec soi-même. Faut pas tricher. Ça permet exactement de savoir où se situer. Quand on connaît qui on est, forcément, on connaît quelles sont ses qualités et quels sont ses manques. Et donc, on sait aussi comment travailler ça. Bon, c'est vrai, on se découvre. Hein, quand on dit on se connaît, c'est pas du jour au lendemain. Mais on découvre avec le temps, en avançant, qu'on a des éléments de force,
qu'on a des éléments de force, qu'on est doté de capacités à faire. Le parcours sportif, comme le parcours dans la vie, vous avez une part qui est de votre ressort. Vous faites vos pas, vous apprenez à... Mais il y a une grande partie qui est... Quelles sont les personnes qui vous entourent? Quelles sont les personnes qui vous entourent? Comment vous vous positionnez par rapport à ces personnes-là? Et donc, j'arrive très tôt sur, je ne sais pas, il y avait peut-être besoin d'un renouvellement, par exemple, au niveau sportif, volleyball, à ce moment-là, parce que c'était une génération qui était là depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années, et qui, elle, commençait à vouloir s'en aller. Avant de s'en aller, je pense qu'elle a étouffé les générations intermédiaires, puisqu'ils étaient forts, puisqu'ils avaient la notoriété. Ça n'a pas permis aux générations juste avant moi de vraiment se positionner de façon dominante. Donc, j'ai bénéficié aussi des circonstances. J'ai bénéficié des circonstances. Quand j'arrive à la Sonnelle, ce sont les moments où des monuments du volley comme Chamot, Jean-Fils, comme Balas, Lendinou, même qui avait un peu arrêté avant. Il y a une génération, les Issa et autres, qui commencent à vouloir arrêter. Donc, j'arrive un peu à ce moment-là où il y a certainement un besoin de rajeunissement avec la naïveté de la capacité à faire. Parce que je n'ai pas été confronté de façon... Je n'ai pas subi la domination de ces personnes-là. Okay. Donc, j'arrive un peu là. Dirais-tu que c'était une continuation de la maison sur l'aspect relationnel? À la maison, tu es parce que les circonstances veulent que la maman te donne un peu de l'attention et ça développe une certaine confiance en toi. Tu arrives dans cette structure aussi, il y a des personnes qui te donnent cette attention de par les circonstances. On ne te regarde pas comme la compétition, mais on te regarde comme la transition, quelqu'un à qui on veut donner. Est-ce que ça explique? Oui, oui. Je pense que c'est ça. Je crois qu'il y a de ça. Et je crois vraiment qu'il y a de ça. Si quelqu'un Quand j'arrive à la Sonnelle, en réalité. Si quelqu'un dit maintenant, tu n'as pas travaillé pour cela, tu as juste été chanceux. Ah! Comment est-ce que tu bon. Ben, beaucoup, bon, je sais pas, enfin, c'est possible hein, que ce soit dit. Hein. C'est possible. Mais quand on est un sportif, quand on connaît un peu, même pas seulement sportif, hein, on n'arrive pas à prévenir d'une classe sans lire ses leçons. Ça, c'est de l'ordre de l'impossible. Hein. Vous aurez beau être intelligent, si vous n'avez pas ouvert votre leçon, l'interrogation, elle porte sur la leçon. Si vous n'avez pas ouvert votre leçon, vous n'aurez pas une bonne note. On n'arrive pas à un certain niveau de compétence
sportive, encore plus sportive, parce que le sport, c'est sur le terrain. C'est que vous êtes jugé là, il y a des spectateurs, il y a des gens qui regardent. Vous n'arrivez pas à ce niveau-là si vous ne travaillez pas. Donc, bon, je ne sais pas, c'est tellement personnel que si, je travaillais même beaucoup. Ça veut dire quoi? Je travaillais beaucoup. La stratégie est là, comme quelqu'un qui était confortable dans, je ne veux pas dire dans l'ombre, mais dans son espace. Evra se levait quand tout le monde dormait. Evra allait faire son travail et quand il revenait, des choses semblaient faciles. Quel était cet ingrédient qui t'amenait à être constamment? Mais bon, c'est vrai que je ne vais pas dire que je me levais quand les gens dormaient pour aller courir et machin. C'est pas vrai. Tout le monde sait que j'aime dormir et que je dors au point où j'arrivais en retard pratiquement tout le temps. Mais la réalité, c'est quand même que il fallait juste ouvrir les yeux. Et je crois qu'il y avait 2-3 personnes qui le savaient. Fallait pas se contenter de regarder Evra quand il arrive là, sur le terrain. Le jour où Evra arrive sur le terrain, il est prêt. Enfin, comme la plupart des sportifs, le jour du match, tu es prêt. Si tu n'es pas prêt, c'est que tu n'as pas bien travaillé à ton entraînement. Donc, j'avais intégré de façon naturelle comme ça, parce que j'ai rencontré des gens. Je l'ai déjà dit. Il y a ce qui est de l'ordre du personnel. La détermination, c'est personnel. Mais il y a ce qui est de l'ordre des énergies, je ne sais pas comment, les rencontres. Pendant que j'entre au volleyball, je rencontre feu docteur Tamofé Simo, qui est un étudiant à l'INGS au moment où je le rencontre parce que je suis à l'école de volley de l'INGS. Bon, on se lie d'amitié. Il m'aime bien. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, mais il m'aime bien. On se lie d'amitié. Et lui, il est option handball. Donc, et le lien d'amitié que j'ai avec lui fait en sorte que je fréquente les handballeurs. Donc, en réalité, pendant que tous les volleyeurs, parce qu'on connaissait quand les volleyeurs travaillaient, ils finissaient les entraînements, chacun rentrait chez lui, ceux qui étaient dans le volley, ben, ils étaient rentrés chez eux. Mais moi, j'avais de temps du travail avec des handballeurs, ce que les volleyeurs, certains ne voyaient pas. Okay. On savait que tu avais créé. Et c'est comme ça que tu avais créé déjà un cercle dans lequel tu faisais ce qui était nécessaire pour ta performance. Et parce que ça ne se passait pas dans un cadre où le monde du volley avait des yeux, ça prêtait à cette interprétation. Et une image était donnée à Evra qui ne correspondait pas à la réalité. Il y avait une dichotomie à la réalité. Evra qui était performant, mais Evra qu'on ne voit pas travailler. Ça, c'est intéressant, ça. Oui, c'était un peu, c'est vrai. C'est intéressant, ça. Evra, comment est-ce que je sais aussi que tu es passé sous la main d'un entraîneur charismatique comme Monsieur Zomo Changa, qui, parallèlement à ton papa, était aussi quelqu'un de forte personnalité. Comment est-ce que tu décris votre relation? Moi,
quand je... moi, je le voyais comme... C'était mon deuxième père, hein, en réalité. Je ne le montrais pas. Je ne le montrais pas, mais c'était mon deuxième père. C'est quelqu'un qui est un élément essentiel dans mon parcours. Avant lui, il y a Feu Yenna Batou, chez qui j'ai vraiment fait mes prix. Avant même, il y a Finchou Victor qui a créé l'école de volley à Messa. C'était un oncle d'ailleurs, hein, Finchou Victor. Il était à l'INGS, il a créé l'école de volley à Messa. Là, c'est lui qui me prend de la maison pour m'amener sur le train de volley. Okay. Peut-être parce qu'il avait constaté que j'étais renfermé un peu. Donc, c'est parti de là, Finchou Victor à l'école de volley de l'INGS, parce qu'il était à l'INGS. Bon, il y a eu vraiment, bon, lui, c'était pas un volleyeur, bon, mais dans leur parcours, on leur demandait de faire ça. Et il habitait à Messa. Alors, il a fait cette école. C'est là où j'ai mes premiers ballons et tout. Hormis ce que nous faisons dans le quartier entre enfants, vous vous attachez la fonte, vous jouez. C'est aussi une école. Et c'est même à Messa, c'est même principalement ça l'école de volley. Hein. C'est l'auto-apprentissage par l'observation. Hein. Donc, il y a eu ce monsieur-là avant lui, dont il y a eu Batou, à l'INGS, où je fais vraiment mes premiers pas, où les volleyeurs commencent à se rendre compte que je peux jouer. C'est quand je suis à l'INGS. Et que de l'INGS, j'étais en collège et qu'on commence à avoir des résultats sportifs au niveau du collège. C'est là où vraiment, même à Messa, les gens commencent, mais Eva, il joue où, il joue quand, mais il joue. Bon. J'étais pas le préféré. J'étais pas le préféré de coach Batou. Non. Mais, bon, il n'avait pas trop le choix que de me faire jouer parce que j'arrivais à être performant. Mais je n'étais pas son préféré. Coach Batou avait d'autres passeurs. Parfois même, je me rappelle qu'il m'a chassé, je crois, 2-3 fois de l'INGS. Il m'a chassé, je ne veux plus te voir, machin, bon. Parce que de ce côté-là, je subissais un peu aussi ce qu'on prête aux garçons de Messa, une certaine attitude, mentalité haute, ce qui n'était même pas vrai. Parce que je ne fréquentais pas vraiment je n'avais pas ces comportements-là. Mais j'ai subi ça. Je ne me suis pas plaint. Comme je disais, j'arrivais à comprendre très vite les gens. Il suffit de les observer. Il suffit d'être un peu en retrait, de regarder. Vous saurez à qui vous avez affaire et vous saurez comment faire avec, soit pour avancer, soit pour autre chose. Donc, il y a Yenna Batou qui est l'un de mes principaux bâtisseurs et il y a Zomo Tsanga. Yenna Batou, mais pour moi, important, mais je ne l'ai jamais considéré comme un père. Et pourtant, il est important. C'est parmi même les premiers à vraiment croire que je peux vraiment devenir un pasteur. Et même qui a été présent par la suite dans ma vie sociale. Mais je ne l'ai pas considéré comme un papa. Par contre, Zomo Tsanga, lui, oui. Parce qu'il a su mettre... Il a un peu été comme mon père, en fait. J'ai un peu retrouvé, c'est un regard très présent, mais à la fois distant. Je te démontre une certaine affection, mais je ne te crie pas cette affection-là. Bon, j'ai retrouvé ça, donc il a été très important, il a cru en moi. Il est entré en opposition même,
peut-être j'étais un élément pour sa propre, parce que bon, Zomo à l'époque, il n'était pas le formateur, ce qui lui a souvent été reproché. Il n'était pas le formateur des joueurs qu'il avait. Les joueurs qu'il avait étaient plutôt des joueurs qui venaient, qui ont été formés par d'autres. Et je pense que le fait que je crois qu'il y avait ça au fond. Il te considérait comme un de ses produits, bien même que tu ne Son sois pas. produit. Voilà. Oui, oui, oui. Non, encore même que j'admets, je suis un de ses produits. Okay. Vraiment, il faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Zomo avait la possibilité de prendre d'autres jeunes, de recruter même, je crois que l'année où il me prend, à la Sonnelle, ils avaient décidé de recruter un jeune très prometteur, Collet. Et c'est Zomo qui s'oppose au recrutement de Collet pour prendre. De la même façon qu'il y avait des jeunes gars qui sortaient de Bafoussam aussi, là, assez performants, qui étaient meilleurs que moi à ce moment-là. La Sonnelle aurait aussi pu les prendre. Donc, il jette son dévolu sur ma personne. Il fait un pari sur ma personne. Est-ce que tu te sens responsable de ce dévolu de confiance sur ta personne en ce moment? Oui, oui, totalement. Qui est sur ta tête et comment est-ce que ça se manifeste sur ton attitude, toute ta manière de concevoir ta vie dans la structure? Mais totalement. C'est que je me positionne comme un fils se positionnerait quand son père est dans l'adversité. Je n'engueule personne. Je ne sais pas si tu as entendu dire que j'ai eu à avoir des mots contre X, Y, jamais, je pense. Hein. Mais j'observe et je me rends compte qu'il n'y a que le résultat qui peut faire en sorte que la fierté de cet homme soit encore plus élevée. Bon, il avait déjà des résultats avant moi-même, hein, mais c'était son propre produit, sa propre construction. C'était incommensurable. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où Zomo a pris une dimension phénoménale. Zomo, il avait déjà gagné des coupes. Toi, tu l'as utilisé comme une source de motivation. Oui. Parce que quelqu'un d'autre pouvait se dire, écoute, j'ai le jackpot. Le sélectionneur, c'est quelqu'un qui m'aime, qui a confiance en moi. Et puis, bon, c'est acquis. Mais toi, par contre, tu as utilisé cela pour une motivation, pour confirmer et affirmer son choix. Il ne s'est pas trompé. Oui. Okay. Quand vous avez la capacité d'observer les gens, d'observer ce qui se passe dans votre environnement, vous connaissez quels sont les véritables combats. Okay. Et les combats à ce moment-là, c'était Zomo gagne parce qu'il a Balas, parce qu'il a Chamot, parce que. Et c'était des gens qui étaient en équipe nationale et tout, et qui n'étaient pas entre ses mains quand ils étaient en équipe nationale. Donc, c'était comme si ce n'était pas son fruit, comme si ce n'était pas du fait de son travail à l'entraînement qu'ils arrivaient à être performants. C'était le reproche qui lui était fait dans le milieu. Balas, c'est pas le fruit, Chamot, c'est pas son fruit, les Comniem et tout ça, c'est pas le fruit de Zomo. Zemi même, qui était l'un des c'est le fruit, ça a été attribué à Mayam. Donc, j'ai capté ce truc-là
Et ça a été pour moi, mais la plus grosse source de motivation dans le volleyball. Il fallait que j'apporte à Zomo Changa ce que la fierté qu'un fils peut apporter à un père.